Donc les congés payés, nous arrivons bientôt au mois de juin. Il faut commencer à se mettre en ordre de bataille pour la période principale des congés payés. Congés payés qui se déclinent à la fois en une phase d'acquisition et en une phase de prise des congés payés. Alors l'acquisition, bon, les principes sont relativement connus et relativement maîtrisés. Aucune durée minimale d'emploi pour l'acquisition des congés payés n'est requise. Euh, Auparavant, alors ça commence à dater un petit peu, hein, puisque cette règle de aucune durée minimale d'emploi pour l'acquisition des congés a été mise en place en 2012, mais auparavant, il fallait au moins travailler 10 jours pour pouvoir acquérir des congés payés, et avant 2008, il fallait travailler au moins un mois pour pouvoir acquérir des congés payés. Là, ça veut simplement dire qu'un salarié que vous auriez embauché et dont l'essai n'aurait pas été concluant au bout de 5 jours aurait quand même acquis un bout, un prorata de congé, et que dans son solde de tout compte, il faudrait lui verser une indemnité compensatrice de congés payés qui sera équivalente, là, dans ce cas-là, au 10e de sa rémunération. Euh, les congés payés sont déterminés, enfin l'acquisition des congés payés est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence considérée. Alors la période de référence légale, c'est du 1er juin au 31 mai de l'année N+1, ou du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1 pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés. Et c'est sur cette période-là que vous vérifiez si votre salarié a acquis la totalité de ses droits à congé ou non. Euh, Attention, certains événements sont assimilés à du temps de travail effectif. Bien évidemment, il s'agit des congés de l'année précédente. Il s'agit des repos compensateurs, des congés maternité, de paternité pour événements familiaux, la suspension du contrat de travail pour accident de trajet, de travail, de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an, du congé de formation économique, sociale et syndicale, etc., etc. Attention là aussi sur ces points-là, puisque le Code du travail se heurte à la position européenne, au droit européen, puisque la Cour de justice des communautés européennes assimile également la maladie à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés. Donc vous avez un salarié qui est malade sur une grande partie de l'année, eh bien, selon la Cour de justice des communautés européennes, cette maladie lui permettra d'acquérir des congés payés. Position de la Cour de justice des communautés européennes qui n'est pas encore traduite en droit national par la Cour de cassation, qui fait un petit peu de résistance à ce sujet-là, ou qui n'a pas été saisie de ces problématiques-là. Et donc, selon la Cour de cassation, en droit positif, en droit actuel, la maladie continue à ne pas être assimilée à du temps de travail effectif et continue donc à ne pas, pour le droit national français, permettre l'acquisition de congés payés. Alors attention, cette position-là va vraisemblablement changer dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, attention sur ces possibles litiges autour de cette acquisition des congés payés. Par principe, dans le Code du travail, il est prévu que le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif ou par période de 4 semaines. 2,5 jours ouvrables, c'est tous les jours, sauf les dimanches et les jours fériés. 2,5 jours ouvrables, c'est équivalent à 2,08 jours ouvrés qui sont tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Alors, samedi, dimanche, c'est pas forcément le cas, mais c'est tous les jours qui sont travaillés dans l'entreprise. Nota, les périodes de 4 semaines, ça veut dire que 48 semaines, 12 fois 4, 12 mois fois 4 semaines égale 48 semaines, égale 30 jours ouvrables de congés payés, égale 25 jours ouvrés de congés payés. Ce qui veut dire, selon la règle des équivalences, qu'un salarié acquiert son droit à congés payés plein, 30 jours ouvrables, en ne travaillant que 48 semaines. Or, dans une année civile, il y a 52 semaines, ce qui veut dire qu'en fin d'année, un salarié aura pu s'absenter 4 semaines dans l'année pour un motif qui
qui n'est pas assimilé au temps de travail effectif, sans pour autant être pénalisé dans ses droits à congés payés. D'où l'importance, mais normalement les logiciels le font automatiquement, d'où l'importance chaque année de vérifier si l'acquisition des congés payés qui a été calculée pour chacun de vos salariés est correcte, puisqu'il se peut que ces 4 semaines entre guillemets de franchise n'aient pas été prises en compte et viennent pénaliser l'acquisition de ces congés payés. Autre petite précision, les salariés à temps partiel acquièrent les mêmes droits à congés payés qu'un salarié à temps complet, et ce, indépendamment de son temps de travail, mais ça veut dire aussi que quand il prend les congés payés, eh bien, on déduit de la même façon qu'un salarié à temps complet les jours ouvrables ou les jours ouvrés qu'il aura passés loin de l'entreprise. Donc voilà sur cette acquisition, et une fois que le salarié a acquis ses congés payés, eh bien, il doit les prendre. C'est pas une option. On ne peut pas cumuler des congés payés pendant plusieurs années. Le Code du travail nous dit que le droit à congé doit s'exercer chaque année. Ainsi, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante. Tous les ans, le salarié doit prendre des congés. À défaut, et l'employeur et le salarié se mettent en position d'infraction. Alors, c'est une infraction pénale, mais de mémoire, j'ai jamais vu aucune entreprise qui a été poursuivie pénalement pour cela. Mais c'est surtout une infraction civile qui pourrait être reprochée à l'entreprise si le salarié avait un accident, par exemple, dans le cadre d'une faute inexcusable. Le salarié dirait, bah oui, mais j'ai eu cet accident, notamment parce que l'entreprise ne m'a pas mis en mesure de bénéficier de mes congés chaque année, et ça fait 2 ans que je travaille sans congé payé. Voilà. Donc attention à ça, c'est un risque professionnel de ne pas exercer le congé payé chaque année. Bien évidemment, il y a quelques exceptions. Les exceptions, c'est les absences. Toutefois, en cas d'absence, accident du travail, maladie, maternité, qui empêchent la prise des congés payés dans la période de référence, ces congés ne sont pas perdus et le droit à congé est conservé jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise, moment auquel il pourra exercer ses droits. Alors, ses droits antérieurs à son arrêt, plus les éventuels droits qu'il aurait acquis pendant son absence, notamment si c'est une absence accident du travail, par exemple, congé maternité, par exemple, etc., etc. De manière pratique, pour organiser la prise des congés payés, l'employeur doit informer chaque année les salariés de la période principale de prise des congés, et ce, au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci, notamment par l'affichage d'une note de service. Si, par exemple, votre entreprise suit la règle légale, c'est-à-dire que la période de congé principale est fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre, vous devez faire votre note de service relatif au congé payé avant le 1er mars. La période de congé principale est fixée par la loi, 1er mai, 31 octobre, ou par accord d'entreprise ou de branche. Cet accord d'entreprise ou de branche doit par contre obligatoirement comprendre la période légale. Une fois que cette période de congé principal est fixée, l'employeur doit ensuite organiser les départs en congé. Alors, pendant la période principale, le salarié doit obligatoirement prendre entre 12 et 24 jours ouvrables consécutifs. C'est ce qu'on appelle les 4 premières semaines, et la 5e semaine de congé payé est traitée un petit peu différemment. Attention, 12, c'est le minimum qui est prévu par la loi, 24, c'est le maximum qui est prévu par la loi. Des aménagements sont possibles par accord d'entreprise ou de branche. Par exemple, dans le secteur du transport, la convention collective des transports prévoit des dispositions particulières, notamment pour les ouvriers, puisque en fait, la convention du transport prévoit que les ouvriers, et notamment les conducteurs routiers, peuvent prendre jusqu'à 24 jours consécutifs, et l'employeur, l'entreprise, peut fractionner ce congé en 18 jours
plus 6 jours si l'entreprise met en avant des circonstances d'organisation. Mais dans le secteur du transport, donc, le salarié pourrait exiger de partir 4 semaines consécutives. Ce qui n'est pas le cas dans le Code du travail. Dans le Code du travail, c'est au moins 2 semaines, 12 jours ouvrables. La prise de congé payé en dehors de la période principale, donc en dehors du 1er mai au 31 octobre, si on prend la période légale, ouvre droit à des congés payés de fractionnement. Ces congés payés de fractionnement, c'est 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors de la période légale est au minimum de 6 jours, c'est 1 jour supplémentaire si le reliquat pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 5 jours. Sauf si vous avez organisé dans l'entreprise la renonciation à ces congés de fractionnement, soit par accord collectif, avec un délégué syndical ou avec votre CSE, soit par accord individuel, notamment lorsque vous faites vos demandes de souhait de congés payés, vous organisez dans cette demande-là la renonciation au congé de fractionnement. Congé de fractionnement, ça veut dire que si vos salariés prennent en dehors de la période 1er mai 31 octobre au moins 3 jours de congé, ils auront droit à 1 ou 2 jours supplémentaires de congé. Alors, ce congé de fractionnement, c'est des choses qu'on voit pas très fréquemment en contentieux, mais qui peut apparaître, notamment s'il y a une rupture du contrat de travail ou s'il y a un litige avec un salarié un petit peu avisé. Une fois qu'on a fixé la période de congé payé, l'employeur doit fixer l'ordre des départs. L'ordre des départs doit être fixé au moins 1 mois avant la date prévue du départ. Alors l'ordre des départs, c'est l'ordre de priorité, mais c'est également les dates de départ de chacun des salariés. Ces dates, une fois fixées, donc, ne peuvent pas être modifiées moins d'1 mois avant la date prévue du départ. L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de l'avis du CSE et est déterminé en prenant en compte également la situation de famille des bénéficiaires, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs employeurs. L'indemnité de congé est établie suite il y avait une intervention, Pierrick, ou pas, non? Il y a en effet une question sur un salarié, est-ce qu'il peut prendre ses 5 semaines de congé en une seule fois? Alors, c'est pas. Alors, on va le venir, on va y venir un petit peu plus loin. C'est pas le principe. Le principe, c'est que la 5e semaine, elle est traitée à part. Donc, normalement, le salarié, en une seule fois, ne peut pas prendre plus que 24 jours ouvrables, 4 semaines. En revanche, même si c'est pas le principe, si tout le monde est d'accord, ça pose pas réellement de problème en pratique. Mais le principe, c'est 4 jours consécutifs et la 5e semaine à part. Donc, une fois que l'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur compte tenu de l'avis du CSE, de la situation familiale, etc., donc ces dates sont fixées, ne peuvent pas être modifiées moins d'1 mois avant la date prévue du départ. Or, sauf circonstances exceptionnelles qui sont appréciées par les juges au cas par cas, et après, une fois que le salarié aura pris ses congés, il va falloir traiter sa paye et déterminer son indemnité de congé payé, qui sera établie selon un double mode de calcul. Seul le plus favorable devra être retenu, et ce double mode de calcul, qui est bien maîtrisé par les logiciels de paye, est soit le 10e de la rémunération annuelle, soit le maintien de salaire. Donc 30 jours ouvrables de congés payés équivalent au 10e de la rémunération annuelle, ou équivalent à 1 mois de maintien de salaire. Et ensuite, la règle de 3 fait qu'on proratise tout ça en fonction du nombre de jours pris.